Alors, bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir sur cette table ronde en direct du Sustainable Mobility Forum Thibaut Phillips. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des transports et des mobilités durables à la région Grand Est. Tout à fait. Olivier Blond, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air à la région Île-de-France et président de Bruit Parif, qu'on connaît bien aussi. Exact. Et ainsi que Aurélien Demeaux, bonjour. Bonjour. Et vous êtes cofondateur et CEO d'Electra. On va vite comprendre ce que vous faites. Alors pour commencer, donc je vous propose un premier tour de table sur les grands enjeux autour des zones à faibles émissions, donc les fameuses ZFE, et notamment pour rappeler le principe de ce dispositif qui, je le rappelle, va être étendu à un grand ensemble d'agglomérations à horizon 2025. Alors c'est un sujet crucial pour les usagers et donc pour les élus, évidemment. Donc, on va commencer par vous, monsieur le vice-président. Quelle est l'essence du dispositif ZFE et pourquoi en mettons en place ? Alors, les ZFE, elles ont été initialement créées par la loi d'orientation des mobilités en 2019. Ça concernait peu d'agglomérations, parce qu'il y avait 11 agglomérations qui étaient concernées. Ça faisait suite à la condamnation de la France, notamment par la Cour de justice de l'Union européenne, parce que régulièrement les seuils étaient dépassés, que ce soit sur le dioxyde d'azote ou sur les PM10, les particules fines. Et donc c'était une duplication finalement d'un dispositif qui existait dans d'autres pays européens, qui a été remis en œuvre et qui a été appliqué. Et la loi climat et résilience de 2021 a étendu le dispositif plus largement, puisque maintenant il faut un seuil de plus de 150 000 habitants pour devoir mettre en place une ZFE. Et donc au 1er janvier 2025, l'idée c'est que les voitures les plus polluantes soient interdites. Alors on voit que l'actualité montre qu'il y a une difficulté à les mettre en œuvre, puisque socialement il y a des problématiques qui se posent, notamment d'acceptation, d'exclusion, d'un sentiment de laisser aux portes des grandes agglomérations finalement les populations les plus modestes. Et donc c'est pour ça qu'elles sont quand même beaucoup remises en cause et que beaucoup d'agglomérations sont en train d'adapter le dispositif. On a vu d'ailleurs cette semaine l'agglomération de Reims qui a finalement décidé de mettre en œuvre l'interdiction de la critère 3 qu'en 2029 avec un moratoire en disant on va voir vraiment si la qualité de l'air est si mauvaise que ça, pour voir si on ira au bout du processus ou pas, puisqu'ils ont une étude qui est sortie cette semaine et qu'ils ont présentée justement en disant finalement la qualité de l'air étant moins mauvaise que prévu et s'étant améliorée, on n'est pas obligé d'aller aussi vite que ce qui était prévu. Donc il y a quand même en ce moment une espèce de remise en cause du dispositif de ZFE, voire un recul, et on le voit d'ailleurs dans beaucoup d'agglomérations françaises. Alors Olivier Blond, nous avons rappelé en préambule vos fonctions à l'échelle francilienne. Quels sont les enjeux en matière de pollution de l'air et de santé publique ? Oui, vous l'avez dit, l'enjeu de la pollution de l'air et de la pollution sonore, parce qu'il faut rappeler qu'elles sont associées, c'est un enjeu de santé publique. On estime environ à 40 000 morts par an le fardeau de la pollution de l'air. C'est gigantesque, c'est une petite ville. C'est 48 000 même, je crois, le chiffre avancé. Non. En fait, ça dépend comment est-ce qu'on calcule, il y a la marge de manœuvre. D'accord. Mais disons de l'ordre de 40 000. Il y a eu plusieurs estimations, une à 48, ensuite on est passé à 60, et en fait maintenant on est redescendu à 40. Pourquoi ? Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que la situation s'améliore de manière considérable sur les 10 dernières années. Et c'est comme une bonne nouvelle, donc ne nous privons pas de la rappeler. Sur les 10 dernières années, en Île-de-France, on est à moins 30 ou moins 40% sur les principaux polluants de l'air, donc les particules fines ou le dioxyde d'azote. On est à moins 60, moins 70% sur des pollutions de type industriel, les sulfates, le plomb, etc. Donc il y a globalement une amélioration forte de la qualité de l'air qui s'explique par le fait que justement on a mis en place des politiques publiques qui ont été efficaces. Et donc c'est quand même un signe très positif. Ça veut dire que quand on prend en main le problème, on peut obtenir des résultats. Alors, malgré cette bonne nouvelle, malgré cette amélioration, en fait, il reste des progrès à faire. On est encore au-dessus des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Parce que ce dont on s'aperçoit, et il y a un ensemble scientifique de plus en plus important qui vont dans ce sens-là, c'est que même à des très petites doses,
il reste une toxicité. Donc on a des seuils qui sont moins élevés qu'avant, mais quand même non nuls. Et il faut arriver à enlever ces dernières zones de dépassement, ces dernières quantités toxiques de pollution. Et c'est l'enjeu des étapes à venir. Ça sera pas facile, mais c'est un vrai enjeu. Et juste ce que je voudrais dire, c'est que donc les ZFE qui s'appellent ZFE M pour mobilité portent sur donc les transports pour l'essentiel, qui sont une cause majeure de pollution de l'air, mais qui ne sont pas la seule. Aujourd'hui, il y a une sorte de 4 quarts au niveau national. La mobilité, le chauffage urbain. En hiver, une grande partie, par exemple en Ile-de-France, à peu près 50% des particules viennent du chauffage au bois ou du chauffage au fioul. Donc c'est majeur. Il y a les activités agricoles. Alors je parle de ce que je connais. Encore une fois, la région Île-de-France est aussi une région agricole et il y a des pics de pollution au printemps. Et puis il y a évidemment des activités industrielles. On n'est quand même pas complètement industrialisé. Il faut s'en réjouir d'une certaine manière. Et donc il y a un cocktail d'actions à mener pour faire face à ce cocktail de sources. Alors, toujours avec vous, Olivier Blond, comment, sur l'aspect de la perception donc par les usagers donc des ZFE, comment sont perçus du coup ces ZFE alors, en région francilienne, évidemment, c'est ce qui vous concerne. Et par extension, peut-être je vous pose les deux questions à la suite. Comment les élus appréhendent-ils la mise en place et l'évolution des dispositifs du coup? Alors, je pense qu'il y a deux choses différentes. C'est la perception du point de vue des particuliers et la perception du point de vue des professionnels ou des collectivités. Les particuliers, très souvent, ils sont quand même assez mal informés ou ils ont du mal à comprendre. Bon, les critères, alors un critère 4, c'est un €3, c'est un critère 4. Enfin, c'est pas simple. En même temps, avec les échéances qui se rapprochent, les gens sont de plus en plus au courant quand même. Et puis c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias. Mais la grande difficulté, ce que mon voisin appelait l'acceptabilité, disons-le clairement, très pratiquement, c'est une question d'argent, c'est une question de reste à charge. Parce qu'il y a tout un ensemble de dispositifs qui vont aider les gens à changer de véhicule, mais en général, il reste des milliers et des milliers d'euros, même pour des foyers modestes. Pour des foyers moins modestes, ça reste des sommes considérables, et les gens n'ont pas cet argent. Ou alors ils se disent, mais pourquoi est-ce que je devrais le mettre sur la table alors que ma voiture, elle marche encore. Donc il y a un vrai enjeu. Nous, à la région, on essaye d'accompagner financièrement ces particuliers, mais les budgets sont gigantesques. Si on devait respecter, nous, notre échéance initiale de ZFE, on devrait changer 1,5 million de véhicules d'ici 2024. Si on met, 5 000 € d'aide publique par véhicule, ça fait 7,5 milliards. On les a pas, évidemment. Et je pense qu'aucune collectivité n'a vraiment les reins assez solides pour dépenser cet argent-là. Donc il y a un vrai problème. Et de l'autre côté, il y a le monde professionnel avec, je pense, des gros acteurs qui sont en pointe, qui ont fait le choix de rentrer dans cette logique de vertu, on peut dire. Donc par exemple, La Poste, Chronopost, DPD, ils font de la livraison zéro émission dans la plupart des grandes villes européennes. Il y a des transporteurs, je ne vais pas les citer, mais enfin si, Uber, qui sont engagés, G7 s'était engagé aussi. Ils font les premiers pas parce qu'ils ont un ROI plus court, ils ont des reins plus solides, ils roulent beaucoup plus aussi. Donc il y a deux situations très différentes. Et nous, en termes de collectivité publique, territoriale, on accompagne, on essaie d'aider les particuliers et les professionnels à faire ce changement souhaitable. Alors Aurélien Demeaux, à nous, vous avez donc fondé la start-up Electra, qu'on a cité en préalable. Donc vous êtes spécialiste des bornes de recharge rapide. Et alors justement, où en est le déploiement de ces bornes de recharge en France? Est-ce que c'est suffisant, assez mature pour qu'à l'horizon 2025, du coup, un grand ensemble d'agglomérations françaises restreigne l'accès à certains véhicules en leur sein? Le développement des bornes en France, il progresse vite, il progresse assez rapidement. Maintenant, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que l'important, c'est pas tellement le nombre de bornes qu'on installe, c'est le nombre de voitures qu'on recharge. Parce que je pense qu'il faut vraiment sortir de cette logique de quantité
et de tartiner en mettant des milliers de bornes et vraiment avoir un objectif de qualité. C'est ce qu'attendent les utilisateurs, c'est les bornes qui marchent, qui sont extrêmement simples à utiliser et qui leur permettent aussi de se charger rapidement parce que forcément, c'est moins de contraintes logistiques et organisationnelles. Donc, il y a le secteur des transports en France, c'est 31% des émissions de carbone. Donc, c'est le premier secteur en termes d'émissions de carbone en France, premier point. Et deuxième point, c'est le seul qui, depuis 1990, a des émissions qui ne sont pas décroissantes. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a 3 types de pollution. Les émissions de carbone, donc le réchauffement climatique, la pollution de l'air, donc particules fines, dioxyde d'azote, et la 3e pollution dont on parle assez peu, mais qui est extrêmement importante, c'est le bruit. Moi, j'ai 3 enfants. Je suis persuadé que quand elles auront 20 ans, 25 ans, elles me diront « Mais comment vous avez fait pour vivre dans un enfer de bruit et de pollution pareil ?» C'est un peu comme si nous, on s'imagine l'époque Zola, les grandes cheminées, etc. On se dit « Mais ça devait être infernal ». Je pense que ça sera la même chose. La voiture électrique, ce n'est pas une solution magique ni parfaite. En revanche, ça adresse ces 3 points de manière très importante. On divise par 4 le carbone, il n'y a plus de bruit, c'est extrêmement silencieux. Moi, je suis persuadé que dans une agglomération comme Paris, si on n'avait plus le bruit des moteurs, déjà, on serait un peu plus détendu et peut-être que les gens seraient un peu moins stressés. Et puis, la pollution de l'air, c'est à peu près moins 50, moins 60%. Donc nous, notre objectif, c'est de mettre des bornes de recharge qui permettent aux gens d'avoir confiance dans le fait d'adopter les voitures électriques. Trop souvent, moi, il y a des gens autour de moi, ils me disent la voiture électrique, c'est bien, mais je vais y aller dans quelques années, là, quand le système sera un peu au point, parce que pour le moment, je ne le sens pas. » Et nous, notre objectif, c'est de dire, regardez, vous pouvez charger en 20 minutes n'importe quel type de voiture électrique, c'est extrêmement simple et c'est disponible dans les agglos et c'est pas cher. Donc allez-y, sautez le pas. Alors, c'était intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. J'aimerais bien que vous développiez juste sur un aspect sur le nombre de véhicules. Vous disiez qu'il fallait jouer aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une profusion de véhicules, mais que du coup, ça pose la question des usages, de changer les usages. Plus de covoiturage, par exemple. Celui qui a son véhicule thermique, il le laisse à l'entrée et puis on finit en covoiturage électrique, par exemple. Enfin, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Nous, on travaille avec beaucoup de professionnels et on essaie aussi d'apporter des solutions de recharge pour des gens qui ont des solutions d'autopartage. Donc le but, c'est effectivement de faire moins mais mieux et d'accompagner les gens en fait dans cette transition en leur disant on vous rajoute une contrainte parce qu'en fait les gens ils le perçoivent comme ça. Hein. ZFE, comme vous disiez, c'est compliqué, c'est 2024, 2026, on m'oblige à passer, à investir 3, euro 4. Donc c'est compliqué, c'est contraignant et ça coûte cher parce qu'il faut investir un nouveau véhicule. Et nous on dit il y a le bâton, mais il y a aussi la carotte. C'est-à-dire qu'il y a les contraintes, mais il y a aussi les solutions. Et la solution, c'est de dire, OK, ça ne va pas forcément être une galère incroyable de se recharger, puisque vous allez avoir une infrastructure disponible, fiable, bon marché. Donc c'est encourager, encore une fois, à embrasser ce changement, plutôt que d'y aller vraiment à reculons en se disant à quelle sauce je vais te manger, très peu pour moi. Très bien. Alors Thibaut Phillips, donc quel est on va parler on continue à parler des réponses à apporter, mais au niveau des élus, donc quel est le contexte spécifique au sein de votre région, Grand Est, et comment répondre à l'inquiétude justement grandissante des usagers qu'on vient d'entendre? Alors en région Grand Est, on a pas mal de grosses agglomérations qui sont concernées. On a notamment particulièrement celle de Strasbourg, dont on a entendu beaucoup parler, puisqu'elle a fait le choix, par exemple, d'aller sur une méga ZFE, on va dire, puisque ça concerne les 33 communes, ça prend tout le territoire, c'est 24 heures sur 24. Donc là, on est vraiment dans l'extrême de ce qu'on peut faire en termes de ZFE, ce qui pose des soucis. Peut-être qu'une aujourd'hui des réponses à apporter, c'est peut-être de lever le pied sur le calendrier, on en parlait, mais pour laisser le temps aussi de développer un certain nombre d'infrastructures, notamment de transport collectif, notamment d'infrastructures, puisque par exemple, je prends l'agglomération de Strasbourg que je connais bien, on est seulement en train d'installer les bornes électriques dans les différents espaces publics, donc il n'y a même pas du tout d'infrastructure ou très peu d'infrastructures, donc il y a un retard à l'allumage sur l'infrastructure, il y a de toute façon un retard à l'allumage de la part de l'État, puisque l'État nous dit finalement les contrôles automatisés, on vous les mettra en œuvre qu'à partir de 2024-2025, ce qui fait qu'aujourd'hui la réalité de la ZFE,
elle est plutôt dans le texte que dans la pratique au quotidien, puisque quelqu'un qui se promène avec un véhicule qui devrait être interdit aujourd'hui, finalement, il a quand même très peu de risques de se faire interpeller, de se prendre une amende. Et c'est sûr que nos forces de police, aujourd'hui, on sait très bien qu'elles ne peuvent pas être mobilisées que sur ce sujet de la ZFE. Donc c'est pour ça que le contrôle automatisé était quand même la réponse à apporter pour que la réalité de la ZFE soit bien concrète. Donc vraiment, moi, je pense qu'il y a peut-être un moment un peu à lever le pied, à vraiment viser les véhicules les plus polluants et faire de l'accompagnement personnalisé. C'est un petit peu ça aussi qu'on travaille beaucoup. C'est comment accompagner les grandes agglomérations sur le aller vers, notamment dans les différents quartiers prioritaires, où il faut aller peut-être accompagner spécifiquement les usagers. Ça, ce sont des initiatives que vous prenez déjà. C'est ça. C'est ce que vous faites. Et donc on encourage sur ces dispositifs-là à aller vers, à aider les gens à remplir un dossier, à bénéficier de l'ensemble des aides, parce que c'est encore une fois, des fois un peu aussi la jungle des différentes aides. Il y a beaucoup d'aides, il y a des primes à la conversion qui sont majorées, il y a pas mal de choses qui ont été mises en œuvre par l'État, mais qui ne sont pas connues. Souvent, les agglos ont mis de l'argent aussi au bout. Donc ça, il faut le faire. Et puis ce qu'on fait aussi en tant que région, c'est le développement des réseaux express métropolitains, puisque on a développé celui de Strasbourg qui est maintenant concret. On est en train de travailler sur celui en Lorraine qui va concerner Metz et Nancy. Et on va faire aussi celui autour de l'Étoile de Reims. Et donc le fait d'avoir du transport en commun aussi assez efficace sur une étoile élargie par rapport à l'agglomération, c'est aussi une des réponses qu'on peut apporter au territoire. Ouais, c'est évidemment un ensemble. Alors Aurélien Demeaux, vous avez déjà commencé un petit peu à répondre à cette question-là, mais peut-être plus spécifiquement donc sur la massification, le besoin de massification des offres alternatives, notamment sur les véhicules électriques, donc vous en avez parlé. Comment accélérer sur un déploiement plus rapide finalement des bornes de recharge en France, et quelles sont les clés selon vous pour y parvenir? Il y a deux grands ensembles, puisque la voiture électrique, c'est un sujet d'œuf et de poule. C'est la voiture et la recharge. Et s'il n'y a pas de voiture, la recharge n'a pas de modèle économique. Et s'il n'y a pas de recharge, les voitures peuvent pas circuler. Donc tout le monde doit avancer dans le même tempo. Ouais. Je pense que l'État et les collectivités ont fait un gros travail pour amorcer la pompe, si je puis dire, en mettant des bornes un peu partout. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui est qu'encore une fois, sur la décennie 2020, là, il y a des acteurs privés qui viennent avec du capital privé, avec des modèles économiques qui tiennent du fait du parc de véhicules électriques qui commence à se développer. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maillage complet du territoire qui permette à chacun de se promener en voiture électrique sans avoir le stress de la panne. Quand vous êtes en voiture thermique aujourd'hui, vous ne posez pas la question de savoir comment vous allez pouvoir recharger en énergie. C'est même pas un truc qui vous traverse une seconde l'esprit dans la semaine, ou à peine. Quand vous êtes en voiture électrique, moi je roule en voiture électrique, c'est encore pas du tout le cas. Il faut aller sur des applis où tous les early adopters, les 700-800 000 utilisateurs de voitures électriques vont se tuyauter pour dire attention, la sortie sud, il y a 2 bornes sur 3 qui ne marchent pas, donc prenez plutôt la sortie d'après. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc il faut passer de ce système embryonnaire où c'est un peu la débrouille à quelque chose de beaucoup plus robuste et de très maillé partout sur le territoire. Et l'énorme avantage de ça, c'est que si on a un système de recharge partout très rapide qui fonctionne, mais le sujet de l'autonomie devient beaucoup moins un sujet. Quand vous achetez une voiture thermique, la question de l'autonomie de la voiture thermique, c'est très secondaire. C'est d'ordre 3 ou 4 en fait, dans l'achat d'une voiture. Parce que vous ayez 300 ou 500 km, de toute façon, vous pouvez vous recharger très rapidement. Vous pouvez vous faire le plein très rapidement. En voiture électrique, l'autonomie, c'est la première chose dont tout le monde vous parle. C'est le frein. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le range anxiety, donc c'est le stress de la recharge. Si on enlève ce stress, on peut avoir des batteries aussi qui sont plus petites, de l'ordre de 40-50 kWh, qui font 200 à 300 km. C'est plus vertueux, écologiquement évidemment, et économiquement aussi, puisque il y a un sujet de prix de la voiture électrique qui fait que ça reste cher par rapport à une voiture thermique. Et ça, c'est un très gros sujet. La filière s'industrialise et avec les économies d'échelle, elle va pouvoir proposer des modèles moins chers, mais il faudra aussi diminuer la taille des batteries. Très bien. Alors, je vous propose de finir cette table ronde avec une dernière question avec vous, Olivier Blond, peut-être avec des perspectives pour la région Île-de-France. Quelle est la feuille de route envisagée justement pour la région pour répondre à l'ensemble de toutes ces contraintes qu'on vient de lister ? Vous êtes tous les trois
tout à fait d'accord là-dessus, pour dire qu'il y a toutes ces contraintes-là, on en est conscient. Et quelles solutions souhaitez-vous apporter ? Alors, merci de cette question. La région, elle va présenter dans 15 jours son nouveau plan d'action contre la pollution de l'air. Donc, on a une vraie actu. Mais pour placer un peu le contexte, je pense qu'il faut arrêter de penser que la ZFE, c'est l'alpha et l'oméga de la lutte contre la pollution de l'air. En fait, c'est que le petit bout de la lorgnette, c'est qu'une mesure parmi plein d'autres. Et ce n'est pas forcément ni la meilleure, ni la plus efficace. Aujourd'hui, les enjeux pour lutter contre la pollution automobile, c'est de déployer toujours plus de pistes cyclables, de faciliter l'accès aux mobilités actives, comme on dit. C'est renforcer, améliorer le réseau de transport collectif. Et ça, c'est absolument majeur et c'est très important. Et c'est ce qui explique les progrès qu'on a pu observer, plus que les ZFE. Et donc nous, on va continuer là-dessus. On va évidemment accompagner l'ensemble des particuliers et des entreprises dans leur transformation de leurs véhicules, mais on ne va pas oublier les deux jambes principales de la lutte contre la pollution automobile, qui sont les mobilités douces et les transports en commun. Et puis après, encore une fois, il faut rappeler que la pollution de l'air, elle n'est pas que automobile. Elle a donc cette origine liée au chauffage et à l'habitat. Il faut aider les gens à isoler leur maison et à mieux se chauffer. Aujourd'hui, il y a des dispositifs très simples comme des inserts qui, quand ils remplacent une cheminée, peuvent diviser par 10 le nombre de particules qui sont émises, et en plus qui vont aider socialement les gens, parce qu'on voit bien qu'avec l'explosion des coûts de l'énergie, il y a de plus en plus de gens qui vont se chauffer au bois, parce que le gaz est trop cher, et on doit apporter une réponse à ces gens-là. Et là, on peut lutter contre la pollution et aider socialement les gens, et je pense que c'est une bonne piste. Et puis pareil, dans le monde agricole, il y a des choses... Alors notamment, il y a ce qu'on appelle les émissions d'ammoniac. L'ammoniac, c'est un gaz qui se recombine dans l'air et qui donne des pics de pollution. Il est causé par notamment l'urée. Et en fait, l'urée, elle est produite à partir de gaz naturel. Les prix ont été multipliés par 3 avec la crise énergique. Si on aide les agriculteurs à mieux utiliser cette urée, ils vont moins en gaspiller. Il y en a moins qui va partir dans l'air et ils pollueront moins et ils gagneront mieux leur vie. Donc là encore, l'idée, c'est de trouver des manières intelligentes d'aider les gens à mieux vivre et en même temps de diminuer la pollution. Et je crois que c'est ça l'enjeu, c'est de repenser toutes nos politiques publiques pour que l'écologie soit plus une contrainte, un fardeau, des dépenses supplémentaires que, en fait, aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Enfin, en tout cas, la plupart des ménages n'ont pas les moyens, mais que ce soit une manière de mieux vivre. Et d'être plus vertueux, mais sans que ça soit si difficile au niveau financier. Bon, c'était très clair. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous trois et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.